l'ignorance va de soi du chef des partis politiques et de membres. Et ça va de soi et dans des institutions de la République. Notre constitution n'a pas de problème. C'est un problème d'interprétation de la maîtrise. C'est ce que nous souffrons aujourd'hui. Ça, vous avez déjà dit. Lorsque maintenant, le président, le secrétaire général Kabouya parle d'une constitution maudite, je voulais répondre à M. Kabouya. À chaque fois qu'elle fait des sorties médiatiques, elle fait que des sorties médiatiques très, très ratées. C'est-à-dire quoi? Je lui donne seulement un cours sur la malédiction. Une personne est maudite lorsque la malédiction est hiérarchique. C'est-à-dire quoi? Vous êtes maudit ou vous serez maudit par votre père, parce que vous engendrez, ou par votre mère. La malédiction peut vous suivre. Une malédiction peut vous suivre par rapport à votre titre. C'est la personne qui vous a élevé, c'est la personne qui vous a nourri, c'est la personne qui vous a gardé chez lui. Vous avez mangé son argent, vous avez mangé sa nourriture, il vous a payé, il vous a payé la nourriture. Cette personne a le pouvoir de vous maudire. Ou la malédiction peut vous... La malédiction peut également vous suivre... En suivant, lorsque vous posez les actes forfaitueux. Oui, la malédiction peut également vous suivre par votre parrain. Alors, le parrain est soit politique de quelque chose que vous avez commencé dans votre vie. Je vois aujourd'hui, vous êtes journaliste. Il y a quelqu'un qui vous a encadré, qui vous a coaché. Aujourd'hui, on doit ça à quelqu'un. Monsieur Gédéon, il passe bien son émission. Ces parrains-là peuvent vous maudire. Maintenant, je voulais dire quoi? C'est Kabouya qui est maudit et non la Constitution est maudite. Il faudrait que la population comprenne. Kabouya est maudit pourquoi? Pourquoi Kabouya est maudit? A-t-il violé quel principe Maintenant, parmi le point énuméré? Il a violé quel principe? Kabouya a violé ce principe que je vais énumérer. La constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une constitution qui a été produite par Joseph Kabila Kabange, que lui a présenté devant la face du monde que Kabila atambola qui ataliba parti atamboli ataliba parti aibi qui parti sérieux ezalaki biso. Kabouya a reconnu, n'est-ce pas, les parrainages politiques de Joseph Kabila. Wax de Maman Moussika, les Tokomaka légende, la 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Anna. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix ndenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression.
Bienvenue sur Politicon, excellent week-end à toutes et à tous. Encore, nous y voilà pour décortiquer l'actu de 24 dernières heures avec les invités indispensables. Il y a un qui a accepté de répondre à notre invitation. Vous allez les découvrir en une fraction des secondes. Tout le monde, ou presque, est unanime que changer la Constitution reviendrait à ouvrir une page d'histoire agitée de notre pays. Tous les leaders de l'opposition se sont prononcés sur cette question qui divise le Congolais au lieu de les unir. Pendant ce temps, l'UDPS, parti au pouvoir, et la seule formation politique a pensé que la Constitution du 18 février 2006 est maudite. Même si le silence des membres du Présidium de l'Union sacrée se prolonge, il pourrait au moment opportun prendre ouvertement position sur cette question de tous les enjeux et de tous les dangers. Merci une fois de plus d'être là pour suivre votre tribune Politicon. Abonnez-vous si vous nous rejoignez pour la première fois et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Allez, pour en parler, on reçoit sur ce plateau Monsieur Jeannot Manyanga. Vous êtes cadre du Front commun pour le Congo et aussi votre parti c'est le MSR, Mouvement social pour le renouveau, où vous êtes coordonnateur national chargé de la Ligue de jeunes. C'est un honneur de vous recevoir. Comment allez-vous d'abord et quelles sont vos premières impressions chez nous? Merci beaucoup. Bon après-midi, M. Gédéon. Merci pour cette belle opportunité que vous venez de nous offrir aujourd'hui. C'est la première fois, je pense, et non la dernière, parce que vous savez que votre chaîne est très suivie à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Comme vous venez de me présenter, effectivement, je suis le coordonnateur de la Ligue nationale des jeunes du mouvement social pour le renouveau MSR en cycle. Les MSR, comme vous le savez, sont en partie membres du Front commun pour le Congo, dont l'initiateur est Joseph Kabila Kabange. Parce que je sais que beaucoup l'ignorent. Je voulais quand même aussi en parler parce que vous savez que les MSR tirent son origine dans l'initiateur qui est Joseph Kabila Kabange. C'est-à-dire quoi? La loi sur le fonctionnement des partis politiques ne donne pas l'autorisation à une personne d'avoir deux partis politiques. Particulièrement au MSR, Joseph Kabila est l'initiateur. C'est-à-dire quoi? C'est une personne qui a initié. Voilà. Lorsqu'il a initié, il a donné à d'autres personnes de pouvoir gérer et diriger ces partis-là. C'est comme ça que chez nous, nous avons un statut qui nous régit. Ce statut-là est exécuté par les secrétaires généraux et assisté par les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux et les ligues que moi j'en fais partie aujourd'hui comme les coordonnateurs nationaux de la Ligue des jeunes. Voilà. Et le MSR, Mouvement social pour le renouveau, dont l'initiateur est l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, le sénateur à vie, existe depuis combien de temps? Nous existons depuis 2006. Depuis 2006. C'est depuis 2006. Donc c'est un vieux parti. C'est un vieux parti. Vous avez déjà fait du chemin. C'est depuis 2006, comme je viens de vous le dire. Rappelez-vous, avec les élections, à l'issue des élections de 2006, les MSR s'est retrouvé deuxième force politique après le PPRD. Et en 2011, les MSR s'est retrouvé encore deuxième force politique avec 33 députés. En 2018, avec les mosaïques, avec la plateforme que nous avons eu à faire, les regroupements que nous avons eu à former à DERP aujourd'hui, qui a été représenté par M. Roubota, qui est un dissident qui s'est retrouvé dans l'Union sacrée. Nous nous sommes retrouvés à l'issue des élections de 2018, troisième force politique. Quelques mois après, il y a Bati qui nous a remplacé, la FDCA.
qui a eu à prendre notre place, troisième. Nous avons perdu la place de troisième avec les députés qui ont été réélus validés par la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que nous avons perdu cette place de troisième et nous étions quatrième place. C'est pour vous dire que les MCR sont un vieux parti politique. Nous sommes suffisamment implantés dans toutes les provinces. Nous sommes dans toutes les 26 provinces aujourd'hui. Et je pense que nous existons aujourd'hui. Nous avons existé depuis les élections de 2006, 2011, 2018 et nous existons encore. Voilà. Et donc en 2023, vous avez bien accepté se soumettre au mot d'ordre de la plateforme dont vous faites partie, Effectivement. le FCC, le Front commun pour le Congo. Effectivement. Et c'est raison pour laquelle vous n'avez pas pu vous représenter aux dernières législatives. Effectivement, nous avons les raisons évoquées pour ne pas participer aux élections de 2023 étaient très fondées. Et vous avez vu, tous les partis membres du FCC n'ont pas pu participer à ces élections-là. Les élections chaotiques que nous connaissons tous, les braquages électoraux. Est-ce que ça ne vous préjudicie pas aujourd'hui au regard de la configuration des institutions actuellement? Je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ceci ne vous préjudicie pas par rapport à la configuration des institutions? Non, je pense qu'aujourd'hui... le FCC est quasi absent. Non, je pense qu'avec... c'est l'avenir qui vient de donner raison aujourd'hui au FCC. Vous allez voir dans les chefs de file de certains leaders politiques ici de l'opposition, il y a certains qui sont en train de faire des rétropédalages. Ils donnent effectivement raison au FCC de ne pas participer aux élections parce que c'était déjà un braquage. Nous avons projeté à l'époque, nous avons prédit à l'époque, voilà ce que le FCC a prédit, c'est ce qui s'est produit effectivement dans les élections de 2023. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, dans le monde tout comme en Afrique, d'organiser une élection de 6 jours. C'est ce que nous avons dénoncé à l'époque. Malheureusement, les leaders d'hier de l'opposition qui sont en train de donner raison aujourd'hui au FCC ne nous croyaient pas. Ils donnent raison aujourd'hui à Joseph Kabila. Ils donnent raison aujourd'hui aux leaders du FCC. Et il y a d'autres qui renoncent, qui demandent même pardon à ce que le FCC a donné comme conseil dans l'ancien temps. Ah, merci beaucoup. Et une autre question, quelle est l'utilité ou l'importance de mettre en place un nouveau parti politique? Je parle pour l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, alors que le PPRD existait déjà et était là. Je ne sais pas s'il y a l'initiative de la part de notre initiateur de mettre un nouveau parti. Je ne sais pas s'il y a cette initiative, mais tout revient, n'est-ce pas? Tout revient au-dessus de lui. Il n'y a aucune disposition statutaire qui lui interdit. Il est possible. Aujourd'hui, nous sommes ici de son initiative. Tout comme il peut prendre encore d'autres initiatives. Voyez-vous? Comme vous les constatez. Et pourquoi cette initiative de mettre sur pied un nouveau parti politique alors que le PPRD était là, existait? Je ne sais pas s'il y a cette initiative-là. Vous êtes journaliste d'investigation. Je ne sais pas s'il y a cette initiative de mettre un nouveau parti sur place. À ma connaissance, je n'ai pas cette information que le président Kabila penserait à mettre un nouveau parti politique. Si il s'y pensait, les PPRD ou les FCC, les MSR et tout autre parti ici du FCC n'existeraient pas. Tel que nous existons. Le comité de crise est là. Tout est bien structuré. Nous tenons des réunions. Les FCC tiennent des réunions. Les FCC communiquent. Je ne pense pas que cette initiative existe. Et au PPRD, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État avait quelle qualité pour créer en 2006 le MSR? Vous savez que je prends seulement les statuts du PPRD. Vous savez qu'au PPRD, il est le président national. On ne peut pas s'en passer. Il est issu du statut et conformément au règlement et aux lois de la République qui donnent lié au fonctionnement du parti politique. Tout à fait. Et chez nous,
la naissance du MSR est venue avec l'avènement de la société civile. Rappelez-vous, avant les élections de 2006, il y a une consortium de sociétés civiles qui travaillait avec la présidence à l'époque. Ça date du temps de Mobutu jusqu'à l'arrivée de Joseph Kabila. Ces leaders de la société civile, avec l'événement de la démocratie, ces leaders avaient émis le vœu d'être représentés. C'est ainsi qu'il y a une brèche qui a été ouverte à cette époque, n'est-ce pas, de prendre ces mouvements associatifs, de les intégrer dans un parti politique, et ces leaders ont eu à faire de prouesses. Avec les élections de 2006, les MSR s'est retrouvé avec 30 députés. C'était déjà beaucoup. Parce qu'on ne pouvait pas étouffer ces leaders-là. Parce que c'était des leaders incontestables dans leur coin et dans leur fief. Et cette initiative, lorsqu'elle est venue, c'est ainsi que le président de la République, à l'époque, Joseph Kabila, avait pris cette initiative, comme je l'ai dit, de fédérer ces leaders et de créer ces partis politiques. Voilà, aujourd'hui, ça produit le fruit de 2006, 2011, 2018 et jusqu'à aujourd'hui, nous existons. C'est la joie, n'est-ce pas? Pour un leader qui prend initiative, l'initiative ne s'est pas arrêtée en court chemin, mais l'initiative est pérennisée. Voilà, nous sommes là. C'est une joie. Il faut féliciter. Ce n'est pas donné à tous les leaders. Est-ce que le MSR n'arrive pas ou ne rentre pas dans la stratégie de multiplier les partis politiques qui fonctionnent comme des partis mallettes pour faire du poids aux partis de l'opposition? Non, ce n'était pas dans les stratégies de pouvoir faire de mosaïques, multiplier des partis politiques pour le fin. Parce que cette stratégie a profité à beaucoup. Ce n'était pas ça. Et même à l'UDPS lors des dernières élections. Ce n'était pas ça. Lorsque vous faites allusion à l'IDPS, je dis toute comparaison n'est pas raison. Je pense que peut-être que l'IDPS a emprunté cette logique sans pour autant connaître les objectifs de ce qu'a été aussi, n'est-ce pas, l'initiative qui a été prise en 2018. Ça aurait été mal appliqué? Je pense pas. Je pense pas. Mais aujourd'hui, les leaders que j'ai si évoqués ici, entre autres le Pierre Lumbi les Pierre Lumbi, paix à son âme, il était le fruit de ces initiatives-là. Il n'y a pas que Pierre Lumbi. Aujourd'hui, nous avons le Rubota, nous avons le Vamouiti, nous avons beaucoup de leaders aujourd'hui qui existent, mais qui sont passés par les MSR, qui sont passés par ces mouvements de la société civile, qui sont devenus aujourd'hui des acteurs politiques importants. Et en termes d'approche idéologique, est-ce que c'est la même avec celle du PPRD, où il y a une certaine démarcation? En termes d'approche, je prends seulement en termes d'approche politique. Nous sommes ici du courant socialiste. Nous sommes des gauches. Donc, comme le PPRD. Comme le PPRD. Le problème avec nos partis ici, un bon nombre de partis en République démocratique du Congo sont presque socialistes et aussi des gauches. N'est-ce pas? Le problème, c'est l'objectif que poursuivent certains partis politiques. Okay. Nous sommes ici de l'idéologie Karl Marx, la création de la classe moyenne. Parce que les MSR, en son temps, avaient constaté que les régimes de la Deuxième République, c'était un régime qui avait sacralisé les systèmes démocratiques. Il n'y avait que le président qui régnait et sans d'autres institutions de la République. Notre courant, notre initiative a tiré son origine dans l'approche marxiste. C'est-à-dire quoi? Il fallait créer une classe moyenne à celle qui existait avant l'arrivée de Joseph Kabila. Voyez-vous? C'est cette classe moyenne que les MSR a créée, que Joseph Kabila a créée, qui ont eu à donner la prolifération, qui ont eu à faire aujourd'hui que certains partis politiques, certains Congolais, certains citoyens congolais puissent se retrouver parce que la politique était faite, soit ceux qui étaient au pouvoir, leurs successeurs, leurs enfants, leurs progénitures, c'est eux qui régnaient sur le pouvoir.
Mais avec cette approche, nous sommes dit il fallait qu'on ouvre la brèche à tout le monde. Nous avons quitté ce que nous avons appelé la bourgeoisie administrative. On dit qu'au lieu que nous vivons dans la bourgeoisie administrative, donnons l'opportunité à tout Congolais. Vous pouvez devenir un acteur politique, M. Chudéon. Mon ami qui est les caméramans peut exercer, assumer aussi des fonctions étatiques sans pour autant qu'il soit ici de la bourgeoisie administrative. Okay. Il faudrait que les gens comprennent la bourgeoisie administrative, c'était quoi? Dans ceux qui prônaient, n'est-ce pas, les régimes dictatoriaux. Donc, la sphère politique était réservée aux enfants des. Mais avec l'avènement des MSR et d'autres partis politiques, nous avons ouvert la brèche et l'opportunité à tout Congolais de devenir député, sénateur, acteur politique, ministre, ensuite de suite. Parce que le Congo nous concerne. Ça vous concerne, ça nous concerne, ça concerne tout le monde. Est-ce que cette classe moyenne qui répond à la vision marxiste n'est-elle pas en train de décevoir les attentes aujourd'hui? Non, ça varie de période. Lorsque je prends avec le gouvernement de 2006 jusqu'en 2018, ça produit des fruits. La création de la classe moyenne. Est-ce que vous êtes arrivé, vous êtes venu, vous vous êtes imposé, vous avez eu la chance d'accéder à certains postes décisionnels. Est-ce que dans la pratique maintenant, est-ce que vous ne décevez pas? Dans la classe moyenne, c'est ce que je dis, ça varie selon le période. Lorsque je prends de 2006, avec le gouvernement de Joseph Kabila, en 2018, avec le départ de Joseph Kabila, qu'est-ce que nous avons constaté en termes sociétals de notre évolution de la classe moyenne? Dans ces pays, n'est-ce pas, on connaissait que le ministre qui avait la classe des riches, et on savait que la classe prolétaire qui était que les Congolais lambda. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, et le Joseph Kabila a dit, il fallait mettre terme à cela. Nous avons identifié les vrais problèmes des Congolais. Les vrais problèmes des Congolais, c'était quoi? La création de sociétés qui devraient prendre en charge cette population qui était abandonnée. Il ne fallait pas seulement que les institutions étatiques, que tout le monde devienne des fonctionnaires, mais il fallait créer cette classe moyenne en amenant des investisseurs. Lorsque Joseph Kabila est venu en 2003, nous avons connu que 3 banques commerciales ici au Congo. Avec son départ, il a laissé 20 banques commerciales. Avec l'émergence de ces banques commerciales, il y a eu des Congolais qui ont trouvé du travail. Ça, je pense seulement dans ce secteur-là. Lorsque nous allons dans les secteurs privés... Parmi ces banques créées, aucune banque congolaise. C'est quand même... c'est là que se trouve le plus grand hic. Ça stimulait l'économie. Les Congolais ont trouvé du travail pour ce secteur, aussi au secteur bancaire. Lorsque nous allons dans les secteurs multinationaux, les multinationales, par exemple, dans les secteurs extractifs, lorsqu'il y a l'émergence peut-être dans les secteurs miniers, avec ce que nous connaissons, KCC, Mutanda, Moum, il y a des Congolais qui ont été embauchés. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec ce qu'ils gagnent comme rémunération. Tel a été l'objectif de la création de la classe. Ça se passe dans d'autres sièges. Il n'y a pas que nous. Les États-Unis, par exemple, les États-Unis vivent avec les taxes qui sont payées par des sociétés, le privé, en dehors de l'État. C'est ce qui fait le soubassement, le développement de ces sociétés que nous envions aujourd'hui dans le monde. C'est ainsi que Joseph Kabila, lorsqu'il est venu, il devrait emboîter les pas et faire ce qu'il a fait. Et voilà aussi ça produit. Je prends seulement l'événement, je prends maintenant la deuxième partie. C'est l'avènement de 2018 jusqu'à nos jours. Nous avons combien d'entreprises aujourd'hui? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de fermer. Et aujourd'hui, c'est une casse-tête. Il y a des Congolais qui sont en train de perdre maintenant le travail. Donc, cette classe moyenne est en train de disparaître. Il y a d'autres qui sont en train de se dire, nous sommes à Kinshasa, il y a d'autres qui sont en train de se dire, mieux vaut les temps passés que les temps que nous avons aujourd'hui. Les entreprises ferment. Ils ferment pourquoi? La mauvaise gestion. Ouais, bien dit. Merci beaucoup.
On va maintenant entrer dans prendre les sujets d'actualité. On devrait faire un grand angle sur vous et sur votre parti, le MSR, Mouvement social pour le renouveau, dont l'initiateur est l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Donc au MSR, on ne jure que sous le retour du sénateur à vie. Pourquoi et comment cela devrait-il ou devrait-il se passer? Joseph Kabila, c'est un homme de principe. Il respecte les principes. Il respecte les lois de la République. Il respecte la Constitution. Les MSR ne jurent sur le retour de Joseph Kabila parce que le MSR est incarné dans la population. C'est la population qui s'est incarnée dans les MSR et tant d'autres. Vous le savez, tout le monde ne jure qu'il sur le retour de Joseph Kabila. Comment cela se passera? Parce que la Constitution, selon certains constitutionnalistes, l'empêche. Il va rentrer comment? De briguer un deuxième mandat, un troisième mandat. Quelle disposition constitutionnelle aujourd'hui qui interdit à Joseph Kabila de rentrer au pouvoir? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune disposition. On dit les sénateurs à vie et ça lui suffit. C'est un titre honorifique lié aux fonctions qu'il a eu à assumer par le passé. Le même principe dit, lorsqu'il veut briguer les mandats électifs, il va assumer le mandat électif. Il peut renoncer à ses privilèges. Il peut renoncer pour briguer un mandat électif. Lorsque il laisse le mandat électif, ses conditions sont attachées à sa vie. C'est ce que ça veut dire. C'est aussi que nous, les MSR, nous inscrivons dans la logique de la population parce que la population, c'est moi, c'est vous, et c'est ceux qui sont en train de nous suivre. Lorsqu'il fait des sorties médiatiques, partout où il se trouve, le mot qui ressort dans cette population, c'est rentrer, ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à faire mieux que vous. Et donc, il y a des études comparatives. La gestion passée, je fais ça avec Joseph Kabila Kabamig, et la gestion actuelle avec Félix Tshisekedi et tout le membre Judith Soumino. Les deux études comparatives, la population ont jaugé. Ils ont maintenant jugé bon que l'un est mieux, l'autre est fautif. C'est ça. Comme Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui respecte les principes. Son retour ne va que respecter la Constitution, les lois de la République. Telle est, n'est-ce pas, l'élégance que cet homme, que Joseph Kabila porte. C'est un homme qui respecte les lois. C'est un homme qui respecte la Constitution. Et son retour s'inscrirait dans quel cadre, puisqu'il a dirigé ces pays pendant 18 ans, il a fait beaucoup de choses, mais aussi son règne a montré aussi des faiblesses. Qu'est-ce qu'il apporterait de nouveau à la tête du pays? Vous savez, l'œuvre humaine, comme on l'a dit, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. C'est une réalité. Mais nous sommes en train de mettre sous le balance ce que Joseph Kabila a fait et ce que son prédécesseur et ce que son successeur est en train de faire. Joseph Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Lorsqu'il a pris le pouvoir, moi je me rappelle, je vivais à l'intérieur. Lorsque je suis venu à Kinshasa avec le gouvernement de 2017, de 1997, dans ces pays, nous avons trouvé 3 zones monétaires. En 2016, en 1997, 3 zones monétaires. Parce qu'il y a beaucoup qui ignorent. Ici à Kinshasa... Est-ce que la réalité n'est-elle pas la même aujourd'hui? Non, au fait, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont tout trouvé. Je pense seulement, j'étais en train d'analyser sur ça avant que vous me coupiez la parole. Ok, allez-y. Ces 3 zones monétaires qu'il a réunifiées, aujourd'hui nous avons le franc congolais. Rappelez-vous, moi je suis passé par Mbujima et je vu les gens manger les millions de... Et à Kinshasa, les gens mangeaient le nouveau Zaïre. Dans l'Est, les gens mangeaient les francs ougandais, les shillings et les francs ougandais. Voyez-vous, c'est un problème. Mais lorsqu'il vient, le président vient au pouvoir avec des objectifs. Il se donne les objectifs. Les objectifs de 2001 jusqu'à 2003, c'était la réunification. Voyez-vous, nous commençons à l'évaluer sur base de ça. Est-ce qu'il a réunifié de 2001 jusqu'à 2004? Oui, le pays a été réunifié. Lorsque nous quittions de 2004 jusqu'en 2011, il était question de pouvoir doter au Congo les institutions démocratiques comme ça se passe dans d'autres pays.
Parce que nous avons étudié la démocratie. Nos prédécesseurs, nos professeurs nous ont enseigné la démocratie sans pour autant appliquer la démocratie dans notre pays. Celui qui nous a amené les principes démocratiques, comme ça se passe dans d'autres essais. Qu'est-ce que dit la démocratie? La séparation de pouvoir. Et est-ce qu'il n'a pas respecté cette principe de séparation de pouvoir? Il a respecté. Le président, les institutions, les parlements, les présidents de la République, les parlements que nous avons aujourd'hui bicaméral, nous avons le cours et tribunaux. Il a fait. Il est allé au-delà. Dans ces institutions, il fallait innover. Aujourd'hui, nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, qui n'existait pas. Nous avons étudié ça que dans le cours de droit constitutionnel sans pour autant connaître les institutions. C'est ce que nos prédécesseurs ont fait. Ceux qui ont fait des études en 81, 82, on ne savait pas les institutions, c'était des théories. Aujourd'hui, lorsque lui il prend, on l'a évalué sur base de ce qu'il a promis de faire. Lorsqu'il a respecté, dès lors, ce dernier a respecté à la lettre ce qu'il devrait faire pour la République. C'est quelqu'un qui a reçu son mandat. Mais aujourd'hui, maintenant, si nous faisons ces parallélismes des faits, nous sommes en train de nous dire, il y a un président qui a été élu en 2019 pour un projet que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ça symbolisait quoi? Respect, n'est-ce pas? Que la population puisse se retrouver, le travail, la santé, l'état des droits, ainsi de suite. Nous faisons maintenant l'évaluation. De 2019 jusqu'en 2023, est-ce que le terme peuple d'abord a été respecté? Nous disons 0. Est-ce que l'état de droit a été respecté? Nous disons des 0. Parce que dans l'état de droit, il y a un package des choses. Ça, c'est votre lecture, mais non, il y a un paquet il n'est pas seul de millions de Congolais. Il y a des Congolais qui estiment que le président a suffisamment travaillé pour que la situation change. Nous prenions seulement ce secteur-là, les secteurs-là de la justice avec l'état de droit. Avec le gouvernement de 2019 jusqu'en 2023, l'état de droit a produit quoi? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Un détournement accentué, n'est-ce pas? Il y a des détournements dans tous les sens, du sommet à la base. Donc l'état de droit n'est pas respecté. Aujourd'hui, l'opposition est muselée. Ouais. Les arrestations dans tous les sens. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Les arrestations dans tous les sens. L'état de droit n'est pas respecté. Est-ce que Joseph Kabila avait-il préparé son retour au pouvoir quand je me souviens lors de sa dernière prise de parole en public, il avait affirmé qu'aux Congolais ou encore dit que je vous retrouve bientôt. Je ne veux pas vous dire adieu, mais à bientôt. Est-ce qu'avait-il préparé déjà son retour? Et il s'était appuyé sur quoi en disant cela? Est-ce qu'avait-il connaissance de ce qu'il a fait ou des conditions dans lesquelles il a mis le nouveau chef de l'État ou la situation dont a hérité le chef de l'État qui est là au pouvoir, Félix Tshisekedi Tshilombo? Parce qu'on a vu juste après, dans le cas de la cohabitation, ça n'a pas été aussi facile pour l'ancien chef de l'État jusqu'à ce qu'il arrive à se défaire de son partenaire au sein de cette coalition. Il fallait comprendre le syllogisme qui a été utilisé par Joseph Kabila. Ce syllogisme a beaucoup d'approches à développer dans cette histoire. Comme qui dirait dans la politique, il ne faut rien exclure. Parce que l'histoire nous renseigne que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la plupart d'acteurs politiques congolais, n'est-ce pas, sont presque revenus dans la scène politique. C'est comme ça qu'il avait dit dans ce syllogisme. Il dit dans la politique, il ne faut rien exclure. Parce que c'est la population qui est souveraine. Comme la Constitution ne met pas terme à sa vie politique, tout peut arriver. La même population
peut lui confier encore les mandats. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Deuxième élément, je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que pendant la période de la coalition, est-ce que Joseph Kabila n'aurait pas mis des choses pour que l'actuel président... Pour piéger Tshisekedi. Pour piéger le président Tshisekedi. Je dis c'est faux et archi faux. Je vous dis vrai. C'est une réalité. C'est l'homme sage qui a donné un point de vue qui a dépassé tout le monde. Rappelez-vous, allez-y. Avec l'événement de 1960, entre Lumumba et Kasavubu, les deux personnalités sont allées dans la cohabitation. Qu'est-ce que la cohabitation politique a produit dans notre pays? A plongé les pays dans une crise qu'un putsch, un mercantiliste a pris le pouvoir à la personne de Mobutu pour résoudre au problème des capitalistes. Ça, c'est un élément. Mais Joseph Kabila est allé au-delà de ça. Il avait même évoqué pour dire il ne faudrait pas que les erreurs de nos prédécesseurs, de nos aînés, ne puissent pas nous rattraper aujourd'hui. Au lieu d'aller à la cohabitation comme le principe juridique, sociologique et politique nous montre, celui qui a la majorité, n'est-ce pas? Celui qui a la totale pouvoir pour faire son gouvernement, il dit non, moi je ne suis pas dans cette logique. Prenons les cas qui ont passé avec nos prédécesseurs. Je ne suis pas dans cette logique. Empruntons une sagesse. C'est la sagesse de la cohabitation. Maintenant, la voie de la cohabitation, c'était quoi? Il avait dit, je donne au président de la République qui est élu parce qu'il a les mandats, il a le programme qu'il a promis à la population. Nous l'accompagnons. Lorsque nous l'accompagnons, il va exécuter. Comme en sociologie qui dirait, le président de la République est élu. Les ministres sont nommés. Le président nomme ses collaborateurs qu'il pense pour l'accompagner. C'est comme ça qu'il avait traîné pendant 6 mois lui-même, le président, 7 mois sans pour autant nommer le ministre. Il avait endossé ça sur la tête de Joseph Kabila. Pour vous, c'était une bonne ou mauvaise idée d'aller en coalition? C'était une très bonne idée pour aller en coalition dans le but de pouvoir aider le président de la République. J'ouvre une parenthèse. Mais en ce qui nous concerne, le deux pouvoirs ou je parlais de forces en présence, FCC et Cash à l'époque. Est-ce que ça ne pourrait pas se révéler aussi difficile quand on sait que les deux forces n'avaient pas presque le même esprit et la même idée ou la même vision sur la gestion de la chose publique? Écoutez, c'est une parenthèse que je vais ouvrir par rapport à cette question. Lorsque nous sommes allés en coalition, nous avons des leaders. Tshisekedi de l'autre part, avec Histoire Cash, ainsi de suite. Joseph Kabila se trouve de l'autre côté avec FCC. Lorsque des leaders coalisent, il y a ce que nous appelons l'entretien, l'encadrement des joueurs qui vont entrer pour aider X et Y. Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait? Et à ce niveau-là, on fait quoi? On fait des concessions? Non, on a fait des concessions, mais Joseph Kabila a réuni les 2 membres de sa famille politique 2 fois à Kingakati. Moi, j'en faisais partie. Vous y étiez? Moi, j'en faisais partie. Qu'est-ce que Joseph Kabila a dit? Nous sommes dans la coalition. Devant Mende, devant Matata Pogno, devant Bahati, devant tous les membres que vous voyez aujourd'hui dans l'Union sacrée. Qu'est-ce que Joseph Kabila a dit? Nous sommes dans la coalition. L'objectif de la coalition, c'est aider le président de la République. Sur le mot et les termes qu'il a utilisés. Bahati témoin. Il ne vous a pas appelé à la rébellion? Nakoko Sele Makamute. Mende témoin. N'est-ce pas? Mende témoin. Bahati témoin. Et tout le monde témoin. Il ne vous a pas dit de désobéir au chef de l'État? Il n'a pas dit à personne. Il y avait des caméras, non? Nous sommes dans la coalition. La coalition veut dire accompagner le chef de l'État, qu'il réussisse son mandat, qu'il réussisse tout ce qu'il est en train de faire. Et il avait même dit, s'il réussit son mandat, c'est la joie pour nous. Ce que j'ai dit,
Il dit, si le président Tshisekedi réussit son mandat, c'est la joie pour nous, les FCC, parce que c'est la première fois dans notre histoire de passer ou de faire l'alternance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Alors, Personne. Qui aurait travaillé ou qui travaillait pour la mise à mort de cet accord de coalition? C'est le régime actuel. N'avait pas compris l'essence. Dans vos rangs, il n'y avait pas de gens qui ont reçu cette mission de personne. Travailler en ce sens. Il n'y avait personne. Lorsque les tensions montaient, Joseph Kabila, là où il est, il a rappelé pour la seconde fois les FCC pour dire accompagnons le président de la République. Il doit réussir son mandat. Le bonheur de nous tous se trouve dans la réussite de son mandat. C'est le terme que Joseph Kabila a utilisé à Kingakati le 22 décembre 2022. Je parle à 15h. Je donne les lieux, je donne le jour et je donne l'année. Et quand la situation devient complexe, le président quelle de était la réaction de votre autorité morale et pourquoi a-t-il accepté que l'on en arrive là? Est-ce qu'il n'y avait pas un cadre de concertation d'abord entre les deux leaders, puisque vous les avez mentionnés, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, puisqu'avant de prendre cette importante décision, il devrait d'ailleurs voir son partenaire en privé. Mais pourquoi on est arrivé là, à ce niveau-là? Je ne sais pas, je ne suis pas le collaborateur de Joseph Kabila, je veillais m'épargner à cela, mais je savais peut-être qu'à leur niveau, des relations se sont détériorées. Les relations se sont détériorées à cause des leaders que nous avons aujourd'hui qui n'ont pas su comprendre à cause de membres du Front commun qui marquaient du respect non, à cause de membres au chef de l'État. À cause des membres de l'Union sacrée. À cette époque, on n'était pas dans l'Union sacrée. À cause des membres du CACH qui ne comprenaient pas les rôles de la coalition. Parce qu'ils ont taxé Joseph Kabila à tort et à travers que celui qui les bloquait. Mais au finish, nous avons compris que le pays a été dirigé par quelqu'un des gens qui ne maîtrisaient pas les lois de la République. Lorsqu'il y avait des gens qui ne maîtrisaient pas les lois de la République, ils taxaient à d'autres personnes. Aujourd'hui, maintenant, les FCC ne sont pas là. Nous sommes maintenant en face de ceux qui sont en train de gérer. Nous venons de nous rendre compte que nous avons des leaders qui ne maîtrisent pas la Constitution et les lois de la République. Sur quoi vous vous fondez pour dire ça? Avec tout ce qui se passe ici. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui dit que, bon, voilà, nous devons réviser la Constitution parce que la Constitution bloquerait, n'est-ce pas, les présidents de la République. La Constitution bloquerait les présidents de la République pour fonder le gouvernement. La Constitution, l'article 200, ils ont évoqué. Je pense que nous allons développer avec vous dans cette émission. Allez-y déjà. Voyez-vous, nous nous sommes rendus compte que nous sommes en face de gens qui ne maîtrisent pas les règles du jeu qui dirigent la nation. C'est ça le problème. Sinon, nous allons évoluer dans des accusations parce qu'ils ont presque accusé tout le monde. Ils ont accusé Joseph Kabila. Ils ont accusé Moïse Katumbi. Ils ont accusé les peuples congolais. On a accusé les députés. On a accusé la Constitution. Et aujourd'hui, on accuse Rwanda. Est-ce que les accusations ne sont-elles pas fondées? Aucune d'elles est fondée. C'est l'homme qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Alors aujourd'hui, vous vous opposez au changement de la Constitution. Est-ce que vous faites bon jeu lorsqu'il y a une question de ce genre, de cette ampleur, qui se pose avec acuité? Vous préférez prendre la voie de l'opposition parce que la Constitution reste comme la Bible. Elle n'est pas révisable, mais encore modifiable. Vous vous inscrivez dans quel plan, dans quelle logique, justement? Merci beaucoup, M. Gédéon. Nous avons, comme vous le direz, c'est un sujet qui est en train de couler beaucoup de salive à l'international, tout comme national, partout. Nous avons une très belle constitution. Je vous jure.
Prof Mbata constitutionnaliste, Cash, professeur des universités, il a prouvé noir c'est blanc que nous avons la meilleure constitution lorsqu'il était dans l'opposition et même lorsqu'ils sont pour le pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, le problème de la révision constitutionnelle se situe à quel niveau? Nous avons une constitution qui parle. Maintenant, au regard de notre constitution qui est la loi mère, qui est la règle de jeu, n'est-ce pas? Nous entrons maintenant dans les fonds et la forme de notre constitution. Que dit la forme de notre constitution? Dans la forme de notre constitution, on nous dit il y a des éléments qui doivent prouver pourquoi nous devons réviser. La constitution, elle n'est pas révisable pour réviser. Une parenthèse, le président nous a parlé tantôt de la révision, tantôt du changement. Notre constitution ne reconnaît pas les changements. Notre constitution reconnaît la révision. Maintenant, nous entrons maintenant dans la théorie du changement de la constitution. Nous avons la constitution, nous avons les arcanes de la constitution. Permettez, mais au regard de l'évolution du débat, on est bel et bien dans le cadre d'un changement. C'est ce que le chef de l'État avait dit lors de son dernier meeting à Kisangani. Vous voulez que je parle de la révision? Est-ce que vous pouvez me donner le temps de parler de la révision et parler du changement? Et si on parle du changement, parce que la logique, c'est de basculer, passer à la 4e République. D'accord, ça va. Là, je saute l'analyse de la révision. Tout à fait. J'entre directement dans la logique du changement. Mais je pense qu'avec votre sagesse, peut-être avec vous pouvez me permettre peut-être aussi de rebondir sur la révision. Quand est-ce qu'on parle du changement? On parle du changement lorsqu'il y a eu un coup d'État. Lorsqu'il y a un coup d'État, il y a la révolution. Pendant la révolution, ce sont des paisibles Congolais qui se sont rebellés contre un régime, n'est-ce pas? Qu'ils ont peut-être constaté qu'il y a un régime dictatorial, n'est-ce pas? Lorsque ces derniers prennent le pouvoir, il faudrait qu'ils changent de ce qu'ils ont déploré comme mauvaise gestion par rapport au régime passé. De changer l'esprit de l'ancien régime. Changer l'esprit de l'ancien régime. C'est ce que nous avons connu dans notre pays avec l'avènement de 97. Est-ce que c'est dans la pratique ou c'est dans les tests? C'est ce que je dis dans la coutume constitutionnelle. Okay. Il y a la constitution qui est élaborée, il y a ce que nous appelons la coutume avant l'élaboration d'une constitution. C'est ce qui échappe à nos dirigeants qui sont aujourd'hui. Ils interprètent mal la constitution et ils n'ont pas aussi lu la coutume de la révision du changement de la constitution. Parce qu'aujourd'hui, nous abordons maintenant la question du changement de notre constitution. Il n'y a pas l'opportunité de changement. Parce que le président a été élu en 2023, il a prêté serment au mois de janvier. Son serment, n'est-ce pas, est introduit le jour qu'il a prêté par l'article 77. L'article 77 a donné le mandat au président de la République d'observer la Constitution et les lois de la République. Voyez-vous? Alors, comme le président est élu par cette Constitution, c'est la Constitution qui a initié la loi électorale. Vous connaissez l'histoire de la loi électorale? Donc, la loi électorale s'est conformée selon la Constitution. C'est cette loi électorale qui a fait élire un président de la République. Le président doit, n'est-ce pas, prêter serment. C'est cette loi qui lui a donné le mandat qu'il soit élu par cette loi qui l'ont fait élire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous nous retrouvions? Après avoir été élu par la loi de la République, la loi électorale qui trouve son fondement dans la Constitution, le président veut se faire un coup lui-même. Un coup d'État contre il veut se faire son pouvoir. Coup d'État. C'est-à-dire, dans l'esprit du changement de la Constitution, le président veut dire aux constitutionnalistes que les élections qui s'est passées soi-disant démocratiques n'étaient pas élections, c'était autre chose. Il faut qualifier maintenant l'élection.
si on change la constitution. Maintenant, l'organisation des élections de 2023, quel est le fondement juridique? Et au cas où on passait à la vitesse supérieure, changer la constitution, le chef de l'État à ce moment-là, il ferait un coup d'État contre son propre pouvoir. Et qu'est-ce qu'on craint, on craindrait alors? Mais ce qu'on craint, c'est quoi? Ce qu'on craint, c'est l'ambition présentée par le président de la République et ce militant du parti politique. Il parle du mandat de la présidence, les mandats du président de la République, parce qu'ils ont déjà donné, ils ont déjà dit, ils ont déjà présenté leurs ambitions. Que dans cette constitution, ce qui dérange, c'est le mandat du président de la République. Dans le mandat du président de la République se trouve dans l'article 220. Les mandats et la durée. L'article 220, au terme de l'esprit constitutionnaliste, c'est ça le cerveau, l'esprit de notre État. Parce qu'il parle de la forme républicaine, c'est-à-dire le président va changer la forme républicaine. Quelle est la forme républicaine que nous avons aujourd'hui? Nous avons la République démocratique du Congo. Donc le président va changer la forme républicaine. Dans la forme républicaine, comme il le pense, je ne sais pas si ça sera République du Congo, parce qu'il y a une République du Congo qui existe en passe. Je ne sais pas s'ils vont nous présenter la forme le fédéralisme. Le fédéralisme, depuis 1960, ça présentait des faiblesses pour les cas de la République démocratique du Congo. Alors pour le tenant de cette thèse, il faut avoir un pouvoir fort. Il faut avoir un pouvoir fort, parce qu'ils ont déjà présenté des thématiques. Il faudrait rentrer dans le fédéralisme. Vu la position de notre pays depuis 1960 avec le 9 voisin, les théoriciens ont démontré que le fédéralisme ne peut pas marcher dans la position de notre pays, parce que le pays sera fragile. C'est-à-dire quoi? Dans le fédéralisme, les provinces sont autonomes. Donc aujourd'hui, le président veut rendre Ituri autonome, du point de vue administratif, du point de vue décisionnel. C'est ça la crainte. Mais voyez-vous, nos provinces, ici déjà, au regard de la loi, les provinces sont déjà décentralisées. Les provinces sont décentralisées. Elles ont leur autonomie. Les provinces peuvent signer des contrats avec d'autres pays. Et nous sommes dans une forme de souris-chat. On ne sait pas si c'est le fédéralisme, on ne sait pas si c'est quel système. Et ceci a été élaboré pour mettre d'accord les belligérants, parce qu'il y a ceux qui étaient d'accord pour le fédéralisme et ceux qui n'étaient pas d'accord. Il faut de trouver un terrain d'entente. C'est comme ça qu'on a laissé les choses comme ça. Notre constitution est claire. Nous sommes dans un système décentralisé avec nos provinces, mais fortement centralisées. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on soit un État unitaire? Avec des ATD. Au regard de cette constitution, qu'est-ce qui fait que l'on soit... L'État unitaire, ce sont des États dictatoriaux. C'est là que nous allons. C'est là qu'ils sont en train maintenant de nous présenter. Mais la forme actuelle, on est à moitié unitaire et à moitié fédéral. Dans notre pays, dans l'histoire de notre pays, nous avons déjà connu un État unitaire. C'est-à-dire avec les deuxième République. C'était un État unitaire et fortement autoritaire. Cet État nous a conduits dans la dictature qui nous a amenés à 32 ans. C'est ainsi que vous allez comprendre que les dirigeants issus de cette école unitaire, autoritaire et totalitaire cherchent à nous amener dans cette logique. C'est ainsi que la création de cette constitution, c'était l'intermédiaire. Mettre terme avec les régimes totalitaires, n'est-ce pas, à un régime démocratique que tout le monde, que la population, que le peuple soit le souverain primaire devant les dirigeants. Dans les régimes autoritaires, le président n'est pas redevable. Quand on dit la constitution de 2006 est l'unique qui présente moins de problèmes, à quoi on fait justement allusion? Elle est l'unique qui présente moins de problèmes. C'est ce que je dis, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. C'est ainsi que cette constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une constitution qui a eu au moins à faire la symbiose
de tous les problèmes qui ont été évoqués pendant la conférence nationale souveraine. 93, 91, 92, 93. Les résolutions qui ont été présentées par Etienne Tshisekedi, Wamulumba, paix à son âme, et l'ensemble de la population qui vient de produire, n'est-ce pas, une constitution qui vient de mettre tout le monde à l'aise. Qu'est-ce qui a été demandé pendant la conférence nationale souveraine, n'est-ce pas? Des institutions démocratiques. Avoir un parlement bicaméral, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Que Mobutu ne soit pas le seul leader, au moins le Mobutu soit assisté par un premier ministre, donc les présidents et les premiers ministres. Vous allez voir dans cette forme de la constitution qui nous ont présentée aujourd'hui, le président règne, celui qui a la totale pouvoir d'exercice, c'est le premier ministre. Voyez-vous, c'était des résolutions proposées par Etienne Tshisekedi pour dépouiller Mobutu. Et Joseph Kabila l'a fait. Pourquoi ça n'a pas bloqué Joseph Kabila? Ça bloquerait Félix Tshisekedi. Vous êtes sans savoir parce que Tshisekedi veut faire ça pour... parce qu'il ne sera plus demain ou après-demain au pouvoir, mais il veut laisser quand même un héritage solide aux Congolais. Ce n'est pas un héritage. Vous êtes sans savoir que... Il faut lever ça. Vous êtes sans savoir que la Constitution, celle-ci n'est pas la première Constitution. Il y a des constitutions qui existaient, qui ont été changées. Tout à fait. La loi de la Constitution de l'amour, la Constitution fondamentale, la loi fondamentale. Tout à fait. Alors, et pourquoi celle-ci ne serait pas changée, ne les serait pas? Et si les constitutions d'alors ont été changées, quelles ont été les motivations ou les raisons pour lesquelles on est arrivé à atterrir à la Constitution du 18 février? Vous allez commenter en une minute et puis on va prendre un élément avec la complicité de la régie. Pourquoi toutes les constitutions donnent l'opportunité d'être changées? C'est ce que je dis tantôt, nous avons une constitution qui parle, qui donne les modalités pour être changée. Les modalités pour être changées s'inscrivent dans l'article 219 de notre constitution. La constitution dit quoi? L'article 219 dit quoi? La constitution ne peut être révisée pendant l'état de guerre, virgule, pendant l'état de siège, virgule, pendant l'état d'urgence. Je vous pose une question. Nous sommes pendant l'état de guerre, oui ou non? Donc la constitution ne peut pas être modifiée. Nous sommes pendant l'état de siège, oui ou non? C'est l'état de guerre qui nous a mêlé l'état de siège. Mais on peut quand même en parler. C'est l'état de guerre qui nous a amené l'état de siège. Il y a quelques semaines ici, on vient de prolonger l'état de siège. Ça, je prends la forme constitutionnelle. Je parle maintenant de la culture constitutionnelle. Qu'est-ce que dit la culture constitutionnelle? Avant que la constitution soit modifiée ou révisée, il y a quelques éléments qu'il faut analyser. Premièrement, l'initiateur. Dans l'article 218, on cite les initiateurs. Le président de la République, le membre du gouvernement, les deux chambres du Parlement et la population. Cela doit se retrouver dans un package. Il faut qu'ils amènent l'initiative au Parlement, qu'il soit voté, et après le Parlement, nous amenons ça au voie référendum. C'est ce que dit l'article, l'esprit de l'article 218. Comme la constitution que nous avons aujourd'hui, elle a été adoptée par voie référendaire. Toute forme qui découlerait, toute initiative qui découlerait, on doit soumettre ça devant le souverain primaire qui est la population. Voyez-vous? Ça, c'est un élément. Deuxième élément, nous avons la matière. Dans la matière, il faudrait l'initiateur présente la matière qui doit être révisée. Le président a déjà dit il cherche à réviser l'article 220. Du coup, il y a un coup d'État qui se prépare sur cet article-là. C'est l'article 220 qui dit... Pas seulement ça, mais il veut adapter cette constitution aux réalités actuelles. Je vais répondre. C'est la matière. On n'avait plus assez de temps, vous pouvez déjà matière. résumer. Deuxième élément, c'est la conjoncture. Avant que tout soit... C'est la conjoncture. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle conjoncture? Nous sommes pendant l'état de siège. L'élément conjoncturel bloque toute initiative et changement de la Constitution. Le président ne peut pas bloquer, ne peut pas changer la Constitution. Mais cette situation n'est pas éternelle, elle peut être changée c'est demain ce que dit, ou après-demain. On peut s'élever l'état de siège, pacifier le parti
en Monsieur proie à l'insécurité Monsieur Gédéon, et y aller tout doucement. Monsieur Gédéon, le président a prêté serment sur la Constitution dans son article 74. Observez la Constitution et le respect des lois de la République. Nous sommes ici dans la science. Les autorités qui sont au pouvoir, ils ne maîtrisent ni la Constitution, ni la science constitutionnelle. Voyez-vous, dernièrement, dans la coutume la constitutionnelle, première ministre disait a évoqué l'article 89 qui permettait à ce que l'on puisse... c'est la situation que nous avons aujourd'hui. L'ignorance, Ceci a fait le buzz l'ignorance de la sociaux. Constitution commence du sommet à la base. La Constitution n'a pas de problème. La Constitution souffre de son application. C'est comme qui dirait, lorsque un chauffeur n'arrive pas à bien conduire un véhicule, il ne faut pas changer le moteur du véhicule. Il faut plutôt changer les chauffeurs. Alors, qui et quand, qui est habilité à changer cette constitution? La réponse se trouverait dans l'article 218. Et à quel moment, si l'initiative peut découler du président de la République, oui, on peut demain organiser les élections et on a un nouveau chef de l'État. Et à quel moment il peut porter cette initiative? À quel moment, c'est là que j'interviens maintenant, l'élément conjoncturel qui est une réponse qui se trouve dans l'article 219. L'article 218 dit, le président de la République, comme je viens de vous citer, il y a le membre du gouvernement débattu en conseil des ministres parce que c'est le président qui doit présider ce conseil des ministres. Il y a les deux chambres réunies, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement. Il y a la population. On vous dit, OK. Mais dans l'article 219 dit, vous ne pouvez pas me changer quelle que soit votre initiative. Lorsque nous sommes pendant l'état de guerre, lorsque nous sommes pendant l'état de siège, lorsque nous sommes pendant l'état d'urgence. Les deux paragraphes de l'article 219 bloqueraient le président de la République. Même s'ils ont levé l'état de siège aujourd'hui, nous allons rester dans l'état de guerre. Est-ce que la levée de l'état de siège serait synonyme de mettre terme à l'état de guerre? Est-ce que nous sommes un état en guerre? Nous sommes un état en guerre, le président en a déclaré plusieurs fois. La guerre n'a jamais été déclarée officiellement contre le Rwanda. C'est ce qui nous ferait dire que l'on est un état en guerre. Le président de la République. On ne l'est pas parce que le Parlement n'a jamais déclaré pareille chose. Vous êtes journaliste d'investigation. Révisez les vidéos du président de la République et du président Kabouya et tous les membres de son parti politique. Ils nous ont déclaré que nous sommes en état de guerre. C'est l'état de guerre qui ont fait déclarer l'état de siège, oui ou non? Mais il faut des actes officiels. Mais les beignets partis. Aujourd'hui, j'ai suivi, on a fait un tabloïd des villages qui sont partis. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons plus de 57 villages qui sont partis. Ça, c'est un élément. Vous n'avez pas vu dans les réseaux sociaux que Ouganda aurait déplacé les bornes de nos frontières. C'est ce qui veut dire qu'on est en guerre? Nous sommes en insécurité. Nous sommes en insécurité. Nous sommes en état de guerre. Mais l'insécurité n'est pas la guerre. Nous sommes en état de guerre. C'est des concepts différents. C'est l'état de guerre qui a fait déclarer. On ne peut pas déclarer. L'état de siège est l'état de guerre qui a fait déclarer l'état de siège vient avec un lot de mesures d'assouplissement. C'est pour permettre à ce que le compatriote respire un tout petit peu. Ou encore contrer ou contenir l'insécurité. Ça n'a rien à voir avec la guerre. La guerre, c'est plus que ça. Je vais te définir la guerre, la rébellion ou l'état d'urgence selon la science. On reviendra. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. On va garder la parole. On va revenir à vous. On prend l'intervention de la première ministre, Mme Judith Suminwa, qui est, depuis son arrivée, sa nomination investiture par l'Assemblée nationale, et du fil à retordre s'est débarqué sur le terrain, et en ce jour à Paris, elle a accordé une interview à nos confrères dans laquelle elle a fait un mélange incroyable de choses en évoquant l'article 89 de la Constitution, ce qui n'a pas empêché à lui attirer certaines rafales sur les réseaux sociaux. On l'écoute, on revient. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a dit qu'il était favorable à un changement de constitution. Vous partagez son point de vue?
Mais écoutez, la révision de la Constitution, elle est instituée par l'article 89 de cette même Constitution. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le président de la République qui le dit, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Et le président lui-même a indiqué qu'il allait mettre en place une commission d'experts pour réfléchir sur la question et faire des propositions. Donc, attendons cette commission. Et on pourra rediscuter de cela plutôt que de continuer à parler sans des éléments concrets. La Première ministre dit que le changement de la Constitution est institué par l'article 89 de la Constitution. Mais lorsqu'on regarde la Constitution congolaise, l'article 89 dit autre chose. Et l'article 89, selon le sens de son intervention, nous renvoie, dit la même chose avec la Constitution française. Ouais. C'est dans la Constitution française qu'on retrouve ce qu'elle a voulu essayer de nous dire. Mais visiblement, la Première ministre n'était pas à l'aise sur cette question. Okay. Est-ce que vous partagez le même sentiment? Donc, si je vous comprends bien, la Première ministre, elle est plus française que congolaise. Elle est plus française que congolaise. Elle est plus française que congolaise. Elle a très bien interprété la Constitution de son appartenance. N'est-ce pas? J'aurais appris qu'elle est belge. Qu'elle est belge. Elle a très bien interprété, n'est-ce pas, la constitution de leur monde et non la constitution congolaise qui donne le pouvoir à elle comme première ministre. Lorsqu'elle a évoqué l'article 89, nous avons pleuré dans nos maisons. Nous avons constaté effectivement que l'ignorance est au sommet jusqu'à la base. Ça dénote l'ignorance. C'est un danger. Oui, c'est l'ignorance des tests. C'est l'ignorance à son niveau. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre peut ignorer, mais pas elle, à son niveau. C'est inacceptable. C'est jamais. Vu son rang. Inacceptable. C'est inacceptable. Ignorance à ce niveau-là. Donc, nous avons atteint un niveau supérieur d'ignorance au sein de notre pays. L'article 89 dit ceci. Les émoluments et la liste civile du président de la République sont fixés par la loi des finances. J'étais en train de faire les liens. Quels ont été les liens de la révision constitutionnelle, n'est-ce pas? De l'opportunité, de la procédure de la révision et cet article-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit mal à l'aise sur cette question? Je ne pense pas qu'elle a été mal à l'aise. C'est ça la connaissance à son niveau. C'est ça la connaissance qu'elle a. Qu'on ne puisse pas balbutier pour dire que non, elle a échappé. Comme politique, elle pouvait échapper avec d'autres arguments. Est-ce qu'on peut le lui concéder? Pour certains, c'est un lapsus linguae. Non, ce n'est pas lapsus. J'ai dit c'est ça la connaissance des l'IDPS à leur niveau. C'est pour dire quoi? Si le secrétaire général de son parti politique, dont elle est membre, son secrétaire hiérarchique politique, qui est le secrétaire Kabouya, est ignorant. Ça va de soi. Ignorant pourquoi? Il dit qu'il faut changer cette constitution. Il avance les raisons en disant même que la constitution est maudite. La constitution est maudite. Si vous me donnez l'opportunité, je veux parler Nous n'avons plus assez de temps malheureusement, mais en quelques secondes. Je vais parler de la malédiction. C'est ce que je dis. L'ignorance va de soi du chef des partis politiques et de membres. Et ça va de soi et dans des institutions de la République. Notre constitution n'a pas de problème. C'est un problème d'interprétation de la maîtrise. C'est ce que nous souffrons aujourd'hui. Ça, vous avez déjà dit. Lorsque maintenant le président, le secrétaire général Kabouya parle d'une constitution maudite, je voulais répondre à M. Kabouya. À chaque fois qu'elle fait des sorties médiatiques, elle fait que des sorties médiatiques très, très ratées. C'est-à-dire quoi? Je lui donne seulement un cours sur la malédiction. Une personne est maudite lorsque la malédiction est hiérarchique. C'est-à-dire quoi? Vous êtes maudit ou vous serez maudit par votre père, parce que vous engendrez, ou par votre mère. La malédiction peut vous suivre. Une malédiction peut vous suivre par rapport à votre tuteur. C'est la personne qui vous a élevé, c'est la personne qui vous a nourri, c'est la personne qui vous a gardé chez lui. Vous avez mangé son argent, vous avez mangé sa nourriture, il vous a payé la nourriture. Cette personne a le pouvoir de vous maudire. Ou la malédiction peut vous... La malédiction peut également vous suivre... En suivant, lorsque vous posez les actes forfaitueux. Oui, la malédiction peut également vous suivre
par votre parrain. Alors, Le parrain est soit politique de quelque chose que vous avez commencé dans votre vie. Je vois aujourd'hui, vous êtes journaliste. Il y a quelqu'un qui vous a encadré, qui vous a coaché. Aujourd'hui, on doit ça à quelqu'un. Monsieur Gédéon, il passe bien son émission. Ces parrains-là peuvent vous maudire. Maintenant, je voulais dire quoi? C'est Kabouya qui est maudit et non la Constitution est maudite. Il faudrait que la population comprenne. Kabouya est maudit, pourquoi Kabouya est maudit? A-t-il violé quel principe Maintenant, parmi le point énuméré? Il a violé quel principe? Kabouya a violé ce principe que je vais énumérer. La constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une constitution qui a été produite par Joseph Kabila Kabange, que lui a présenté devant la face du monde que Kabila atambolaki ataliba parti atamboli ataliba parti aibi que parti sérieux ezalaki biso. Kabouya a reconnu, n'est-ce pas, les parrainages politiques de Joseph Kabila. Okay. Alors, tous les œuvres de celui qui est votre parrain, vous ne pouvez pas les maudire. Si vous me dites ces œuvres-là vont vous maudire, okay, c'est ce que ça veut dire. C'est ainsi que vous verrez que les œuvres de Joseph Kabila est en train de maudire les dirigeants de l'IDPS par leur ignorance. Parce que l'IDPS aujourd'hui au pouvoir, c'est le fruit d'une personne. Merci. Et la Constitution a amené Tshisekedi au pouvoir. Si Tshisekedi, ici aujourd'hui, Kabouya est député national, appelé député, grâce à cette constitution. Merci beaucoup. Donc Kabouya ne pouvait pas maudire cette constitution. C'est ainsi que cette malédiction va du sommet jusqu'à la base. Vous êtes en train de voir, Kabouya ne sait pas quoi dire, Madame Soumila ne sait pas quoi dire, et tous les membres de l'IDPS ne savent pas quoi dire par rapport à cette constitution. Merci. Ils sont maudits par rapport à cette œuvre. Merci beaucoup. Allez, hier, il y a eu la marche qui a été étouffée, réprimée par la police. Il y a même quelques arrestations, ça et là. On parle de l'arrestation du président d'Envol, Délis Sanga, qui a été relâché quelques heures après, mais au sein de l'opinion, les leaders ont fustigé cette manière de procéder. La marche anti-constitution qui a été réprimée avec une rare violence. Katumbi a réagi. Aussi, le docteur Denis Mukwege a de même condamné cette répression. L'ancien directeur, le tout dernier directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État, Némi Mouilania, d'ailleurs dans son message, il parle d'un pays qui est définitivement sous la loi martiale. C'est la prison à ciel ouvert et voilà. Il dit adieu à la démocratie parce que le pouvoir qui est là n'a plus besoin d'une constitution, mais toujours dans l'illusion. Comment vous commentez ou encore comment vous trouvez cette sortie médiatique de Némi Mouilania? Nous avons tous observé et nous condamnons une fois ce comportement barbare de la part des régimes que nous déplorons aujourd'hui. Dans les pays démocratiques, on encadre les manifestants. Tandis que dans les pays dictatoriaux, on disperse les manifestants. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ça prouve à suffisance que nous sommes dans un pays dictatorial. Némi a raison quand il dit qu'on est sous la loi il a effectivement martiale. raison, que je salue le professeur Némi Mouilania, que je salue en passant, je pense qu'il va nous suivre. Et c'est dans les régimes dictatoriaux qu'on disperse le manifestant. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? L'IDPS ne veut pas entendre d'autres sons de cloche à ce qui concerne la révision ou les changements à la Constitution. Tout celui qui oserait marcher ou répondre, on va l'arrêter. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, il y a un coup qui est déjà préparé avec de préparations que nous aurons appris. Faire peur à ceux qui s'opposeraient à ce projet. Faire peur aux opposants, à tout leader qui parlerait et qui marcherait contre le projet. Contre ce projet de la révision constitutionnelle. Et ils vont l'arrêter. Voilà, Délis Sanga et d'autres opposants sont tombés dans ça. C'est une action préméditée par les régimes. Il n'y a pas que Délis Sanga. Nous aurions appris qu'ils vont arrêter d'autres personnes. Il faut s'attendre au pire dans les jours à venir. Oui. Mais je sais que la population est maintenant mature. La population a compris qu'on les a
longuement trompé. Parce que tous les arguments avancés pour la révision n'écolent pas. Hier, c'était l'article 217 qui bloquait. Aujourd'hui, c'était les Rwandais qui sont derrière. Et demain, c'était... Ils ont fini tous les cartouches sur la révision. Et ça n'a pas collé. Alors, ils se sont armés. Mais dans tout ça, la voix de Kabila est toujours absente. Pourquoi il ne parlerait pas ou ne fût-ce que prendre Kabila, sur ces débats Joseph qui Kabila, enflamment maintenant. Joseph Kabila il se fait parler par la voix de ce militant que nous sommes. Nous sommes nombreux. Mouilania, comme lui. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Les gens parlent au nom de Kabila jour et nuit. Merci beaucoup. Nous avons accepté d'être kabilistes par conviction parce que celui-là a respecté la Constitution, les lois de la République. Il nous a demandé, n'est-ce pas, de ne pas aller aux élections. Nous sommes là. Merci beaucoup. La loyauté est l'élément moteur, matière première pour un acteur politique. Lorsqu'un acteur politique n'arrive pas à respecter les ABC de la vie politique, et c'est fini, il est mal parti. Merci beaucoup. Ce sera votre dernier mot. On est arrivé à la fin. On a pris presque 1 heure d'antenne avec vous. Merci beaucoup pour cette occasion. Merci. On pense vous retrouver à la prochaine occasion avec les mêmes plaisirs. Nous fixons rendez-vous pour une autre aventure sur votre chaîne. Politicon, RDC, la force du détail. Très excellent week-end. Excellent week-end à toutes et à tous. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.